ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. La Belgique est un pays que même les Belges oublient parfois de regarder de près. Pourtant, notre contrée déborde de personnages hors du commun, d'histoires improbables et de destins fascinants. Aujourd'hui, poursuivez avec nous la découverte de la trépidante et mystérieuse Jeanne de Thalonnay, que la doctorante Stéphanie Pil nous décortique lors de ce second entretien. Dans l'épisode précédent, nous avons parcouru l'enfance et les débuts de celle qui deviendra une fée au pays des mages. Née en 1862 à Weimar, Jeanne de Thalonnay naîtra sous le nom de Charlotte Béatrice Eugénie de Thalonnay, se faisant appeler Jenny durant son enfance, alors ballottée au gré des voyages imposés par son père diplomate. Puis, utilisant le nom de Jeanne dans ses œuvres littéraires ou de Béatrice dans son rôle de médiatrice des arts. Stéphanie Pil nous a raconté la façon dont cette jeune fille élevée de manière si cosmopolite deviendra finalement belge par son mariage avec un ami de son père de 40 ans son aîné. Et s'établira comme la salonnière de l'un des derniers salons littéraires de Bruxelles. Là, elle s'adonnera à des expériences occultes. Entre hypnose, prédiction d'avenir et apparition, ces pratiques lui vaudront le titre de fée. Cependant, être une femme dans ce monde régi par les hommes n'est certainement pas de tout repos, et il lui faudra utiliser de certains atouts pour parvenir à ses fins, devenir une femme de lettres en bonne et due forme, à la fois légitime et reconnue. Alors Stéphanie, rebonjour. Donc Jeanne de Thalonnay, c'est la dernière salonnière de Bruxelles, et elle est également femme de lettres. Mais est-ce qu'elle a beaucoup écrit ? Oui, elle a une carrière quand même assez importante. Elle a commencé son premier livre, elle l'a écrit à 22 ans, comme je l'ai déjà évoqué, c'est Souvenirs du Venezuela. Puis elle a écrit En République, qui est un roman. Elle a aussi écrit la traduction des poèmes de Heine, en fait. Et elle a écrit par la suite un de ses premiers romans qu'on pourrait dire occultistes, qui s'appelle L'invisible, sensation de l'au-delà. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui se réveille et qui se rend compte qu'en fait, il est mort. Et donc, il assiste aux premières scènes de ce qui se passe après sa mort. Et en fait, aux conséquences des choix qu'il a fait un peu malheureux dans sa vie. Et en fait, des vrais visages des personnes qui étaient autour de lui pour l'appât du gain et des choses comme ça. Et puis, elle a aussi écrit donc 13 douleurs en 1895, qui est un recueil en fait de 13 nouvelles. Il y a eu des rééditions de certains de ses livres aussi, donc on voit quand même qu'elle avait quand même une sorte d'audience et j'allais dire d'audimat, mais en fait de lectorat assez important. Et donc, après les 13 douleurs, elle a aussi écrit Le réveil de l'âme, donc c'est Vision à l'abbaye de Villers-la-Ville, et donc c'est un roman qui traite de métempsychose, donc en fait de la réincarnation. Donc le héros en fait se retrouve dans les ruines et se souvient de sa vie en tant que moine en fait dans ces ruines, et donc il y a des passages assez intéressants de visions qui se mettent en avant, et ce roman est très particulier parce qu'il y a une partie qui est écrite en français normal et une partie qui est écrite en ancien français. Donc pour le lire, il faut le lire limite à voix haute pour comprendre ce qui est dit. Mais donc voilà, c'est un roman qui est parfois plus difficile à lire aujourd'hui, mais qui a quand même demandé énormément de travail. On voit que Jeanne était aussi quelqu'un qui était une vraie historienne et une chercheuse, ça c'est important de le dire aussi. Elle mentionne ses sources, elle a fait énormément de recherches, elle passait énormément de temps en bibliothèque. On voit à Carthage aussi que un des évêques lui a prêté justement l'accès à la bibliothèque pour avoir accès à des livres, pour pouvoir écrire donc son dernier roman, comme je l'ai évoqué, qui est Viva Perpetua. Et en fait, elle fait énormément de recherches, même pour ce qui est plutôt littéraire. C'est pas juste de la littérature, c'est vraiment... elle s'imprègne tout entière des visions qu'elle a envie de présenter. Donc ça, c'est pour sa carrière littéraire, on va dire, classique. Elle a aussi en fait collaboré à beaucoup de revues en fait très en vogue à l'époque, et donc elle était notamment aussi correspondante pour Le Figaro, donc sous le pseudonyme
de Trévilier, et donc elle faisait des chroniques un peu mondaines de ce qui se passait, donc elle était aussi correspondante par rapport à tout ça. Et donc elle a aussi écrit dans des revues de littérature belge, comme dans des revues, en fait, comme je l'ai un peu évoqué, occultistes et ésotériques, donc comme tout ce qui est Initiation de Papus, entre autres, où elle a pu publier des extraits de ses futurs romans, ou même parfois des romans inédits. Donc il y a... les deux pans de la vie, qui est une nouvelle inédite qui n'a jamais été publiée, ou Par-delà la mort, il me semble aussi. Donc il y a pas mal de livres qui n'ont pas eu le jour, parce qu'elle parle parfois donc, à Edmond Picard dans sa correspondance de livres qu'elle devrait avoir publiés, qui n'ont jamais vu le jour, mais donc elle a été sur énormément de projets en même temps. Et donc on voit qu'elle a publié avant la naissance de son premier enfant. Sa carrière littéraire s'est vraiment accélérée une fois que ses enfants étaient un peu plus grands. Je pense qu'Édouard avait 6 ans, donc son fils aîné, une fois vraiment qu'elle a publié de manière beaucoup plus active ses livres. L'Invisible, c'est 1892, En République, c'est 1893. La traduction de la poésie de Heine, c'est 1894, Les 13 douleurs, c'est 1895. Quand je dis que vraiment ça s'est accéléré, c'est pas peu dire en fait. Elle avait vraiment une activité florissante, en tout cas d'un point de vue littéraire à la fin du siècle. Et comme je l'ai dit, en parallèle, elle collaborait avec énormément de revues. Elle a aussi été, et ça je trouve que c'est extrêmement important, et ça montre en fait son importance dans le paysage culturel belge. Comme je le rappelle, en constitution à l'époque, on est vraiment dans une jeune Belgique qui cherche une forme d'identité nationale et qui veut se détacher en fait de la culture française. Et donc il y a une enquête qui est menée par la revue Mauve sur l'âme belge. Qu'est-ce que l'âme belge ? Et elle fait partie, aux côtés d'Émile Verhaeren, de différents auteurs extrêmement reconnus, de la seule femme de lettres qui est consultée pour parler de l'âme belge. Et qu'est-ce que la culture pour elle ? Bon, elle le fait de manière un peu élitiste, on va pas se mentir. Elle parle aussi de quelle femme pourrait être la fameuse salonnière qui va pouvoir accueillir l'ensemble des courants artistiques de l'époque. On ne sait pas si elle parle d'elle ou pas, en tout cas, bon, d'un point de vue de modestie, elle ne se nomme pas. Mais donc c'est assez intéressant de voir en fait son point de vue et qu'elle a été consultée pour cette enquête aux côtés de grands écrivains belges. Et pourtant, elle est complètement oubliée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même vu qu'elle avait une forme d'aura et de reconnaissance de ses pairs en fait de son vivant. Or, même pas 15 ans après sa disparition, un journaliste s'émeut en fait en disant Jeanne Talonnet est bien oubliée aujourd'hui. Donc en fait, on voit quand même qu'elle a été assez rapidement oubliée par la suite. Et quand on parle d'elle, en fait, c'est pour juste dire que c'était une maîtresse occasionnelle de Edmond Picard, qui est un avocat, en fait, aussi écrivain à 16 heures, donc, où de parler finalement avec quel amant elle a été, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'elle est décrite par plusieurs comme une femme très belle, très charismatique, blonde aux yeux clairs, de belle stature. Et ça, elle va quand même en jouer un petit peu. Oui, effectivement. Et c'est ça aussi qui fait que la critique, parfois contemporaine, la catégorise, la catalogue, en fait, comme une maîtresse de. Mais c'est parce que c'était aussi, et ça, faut pas l'oublier, parfois un des seuls ressorts ou pouvoirs que les femmes avaient finalement sur un système vraiment patriarcal et problématique. Elle avait quand même aussi une aura sociale parce que bon, elle avait quand même l'argent et un nom, mais elle avait effectivement aussi, je l'ai dit, une forme de beauté qui correspondait complètement au canon de l'époque, vraiment très androgyne, haute stature. On pourrait pas se dire que c'est vraiment un canon de la beauté aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, elle avait un pouvoir sur les hommes. On le voit beaucoup dans ses correspondances. On la traite beaucoup comme une statue. Et ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a eu beaucoup de bustes qui ont été faits d'elle, en fait, justement, en tant que femme. Il y a aussi le peintre Jacques Delalin qui a fait un portrait d'elle. Donc aussi, elle est représentée. Donc son aura aussi de femme de lettres ou de femme justement en grande salonnière ou femme du monde, en fait, elle était aussi représentée d'un point de vue pictural. Et c'est ça qui est, je trouve, assez fascinant, au-delà de ça, de pas se dire ok, elle l'a utilisé, c'est une personnalité hystérionique, c'est-à-dire qui est là juste pour pouvoir en fait utiliser le sexe et le flirt pour arriver à ses fins. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. On sent que c'est quelqu'un qui était en recherche, comme souvent en fait, d'une forme de reconnaissance, d'une forme de statut, en dehors du statut de femme mariée, d'épouse, de diplomate, etc. Et qui a recherché par ça et par ces différentes amitiés amoureuses, on pourrait dire, parce qu'on ne peut pas forcément dire maintenant dans quelle mesure elle a été réellement maîtresse ou pas.
Certes, il y a des passages un petit peu plus sulfureux des correspondances et on peut imaginer que, mais moi j'aime bien quand même être un peu plus prudente là-dessus et pas la limiter à ses relations avec les hommes. Ce qui est certain, c'est que ça a été un levier pour elle, d'une certaine manière. Elle avait une forme les hommes étaient fascinés par elle, et j'aime beaucoup voir l'idée, comme Pappus ou comme Péladan, qui étaient justement des mages autoproclamés avec une forme de stature et d'aura, de les voir dans leur correspondance comme des petits enfants au pied de cette femme, qui finalement les menait à la baguette. Et ça, j'avoue que je trouve ça plutôt assez intéressant. Donc on ne sait pas si ça allait plus loin que du flirt, mais ces amitiés avec des hommes un peu puissants, c'était un peu une forme de stratégie pour elle-même se légitimer sur la scène culturelle nationale et internationale, c'est ça ? Effectivement, il y a eu vraiment, donc il y avait des correspondances assez soutenues. Elle a envoyé d'office ses livres aux écrivains, c'est comme ça la plupart des correspondances commençaient. Et donc en fait, il faisait ses préfaces. Donc Péladan a fait la préface, par exemple, des 13 douleurs. Donc petite parenthèse, donc Péladan comme Pappus, c'était vraiment un mage autoproclamé de la fin de siècle qui a créé les salons Rose-Croix, entre autres, à Paris, et qui avait des liens avec le symbolisme belge. Donc ça aussi, c'est intéressant de comment en fait ces hommes appuient ses écrits. Grâce aussi à son amitié avec Edmond Picard, en fait, elle a eu beaucoup d'articles dans l'art moderne. Donc, en fait, il y a beaucoup de revues de presse qui peuvent être faits. Péladan, en fait, l'aidait aussi à négocier un contrat avec un éditeur à Paris, parce que justement, en fait, il y a des problèmes par rapport aux gros sous. Donc, en fait, ces amitiés, au-delà de juste dire je connais un tel, étaient aussi dans la pratique, en fait, des aides. Et dans l'autre sens, elle a aidé aussi beaucoup Péladan à faire le lien avec les artistes belges pour ses salons Rose-Croix, justement à Paris en 1892. Donc on voit que c'est dans les deux sens, qu'effectivement c'est des amitiés amoureuses, on ne sait pas de quel ordre exactement, et en fait ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des effets à ces amitiés. Et ce qui est assez intéressant, que je trouve assez touchant aussi, c'est que ces amitiés se sont beaucoup déployées en un lieu particulier ici en Belgique. Elle allait très souvent à l'abbaye de Villers-la-Ville, en fait. C'était une retraite d'écriture pour elle, elle y passait de longs mois. D'après moi, au fil, c'était aussi une manière de pouvoir échapper justement à cette fameuse vie de famille qui l'insupportait. Elle pouvait vraiment se laisser porter. Elle s'habillait apparemment en chanoinesse, en fait, donc en longue toge, et elle se baladait dans les ruines. Et donc, elle louait une petite chambre sur plusieurs mois, et en fait, elle passait son temps à écrire, à rêver. Et elle a invité pas mal de ses amis, en fait, dont Pappus et Péladan à Villers-la-Ville. Et en tout cas, les correspondances, c'est difficile à dire parce qu'on n'a toujours qu'une partie des correspondances, donc on ne peut aussi de nouveau que deviner. Mais en tout cas, ils avaient l'air charmés de leur visite à Villers-la-Ville. Et il y a peut-être même des rites qui se sont faits au sein des ruines, ça c'est encore à voir. C'est super fascinant, cette fascination avec le déguisement aussi, le costume, tout ça. La prochaine fois que j'irai à Villers-la-Ville, j'imaginerai Jeanne de Talonnay habillée en chanoinesse en train de fouler les marches des ruines. Mais si jouer de sa séduction lui permet du coup d'atteindre le succès qu'elle attend, c'est-à-dire publier dans des revues, tenir un salon, écrire ses livres, etc. Est-ce que c'est pas finalement une forme de féminisme que de séduire, justement, une forme de s'élever en tant que femme, la seule peut-être forme qui lui est disponible à ce moment-là ? C'est difficile à dire. J'aime bien utiliser des guillemets pour parler de féminisme parce que c'est un peu difficile. Clairement, elle était intéressée par ces sujets. Elle a écrit un article là-dessus, sur le féminisme en Belgique, justement. Maintenant, est-ce que Jeanne est féministe ? Ça, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est qu'elle était consciente de sa valeur, qu'elle l'a toujours mis en avant, et que en fait, elle s'est défendue avec les armes qu'elle avait. Et donc, et alors, on lui reproche aussi son écriture virile, un peu nette. Tu vois, on dit que son écriture sent plus le camp que le boudoir. Je trouve que c'est une bonne citation aussi. On lui reproche justement de ne pas avoir une écriture justement sentimentale, empathique, douce. Effectivement, ces personnages sont nets, les intrigues sont parfois assez violentes. Il y a une scène de naufrage dans les 13 douleurs ou des choses comme ça où on voit des personnes se noyer. Il y a une scène de pendu, il y a des scènes de massacre qui se passent dans un camp indien. Donc voilà, on ne peut pas forcément dire que c'est une littérature qu'on pourrait dire, et je mets des guillemets ici, féminine en tout cas, ou sentimentale. Elle joue justement sur d'autres codes, et c'est à la fois ce qui est insensé et ce qui lui est reproché, en fait. Parce que de nouveau, on voit un petit peu qu'elle se comporte comme un homme, entre guillemets, en tout cas dans une littérature qui se veut plus masculine. Et de nouveau, je mets des guillemets, mais il faut quand même se remettre dans le contexte que les femmes de lettres, c'est un phénomène
qui émerge beaucoup à cette époque-là, que les hommes voient ça comme une concurrence un peu déloyale. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ces personnages féminins, en fait, sont qualifiés d'ailleurs par les critiques littéraires de désespérantes, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et en fait, c'est parce que ce sont des personnages extrêmement indépendants, qui se jouent des hommes, qui ont du pouvoir, qui sont médecins, qui font de l'hypnotisme, qui refusent le mariage, toutes les conventions sociales. Et donc, c'est des femmes aussi fières, altières. En fait, je crois que c'est Édouard Schuré qui dit qu'en fait, tous ces personnages sont Jeanne, en fait, sous différentes facettes. Et donc, en fait, dans ces livres, elle représente quand même, effectivement, des personnages féminins qui ont une très forte indépendance, une très forte fierté de caractère, parfois un peu colérique, ça va un peu loin. Mais on voit à quel point, effectivement, elle défend une image de la femme qui sort un peu des carcans de la mère, de l'épouse, de la femme d'intérieur. Justement, voilà, c'est une voyageuse, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, elle s'est intéressée à plein de choses, elle lisait énormément, sa bibliothèque regorge de choses, elle avait des carnets entiers avec des citations de ses lectures. On voit que c'est quelqu'un de très cultivé et que, en fait, elle a essayé de composer, avec les armes qu'elle avait. Et donc, effectivement, en tant que femme, la beauté, ça a été un levier et en fait, elle aurait été bête de ne pas l'utiliser. Maintenant, je pense qu'elle voulait être reconnue pour autre chose que ça. Et donc, on sent aussi, ça c'est aussi un aspect que je trouve assez touchant dans sa littérature et dans ses écrits, et dans ses lettres, c'est qu'il y a aussi un rapport à la vieillesse qui est assez ambivalent en fait. On sent qu'elle a peur de vieillir, que les personnages en fait vieillissent. Et donc vraiment, elle se représente souvent même avant même d'être elle-même vieille. Il y a beaucoup ce spectre de la vieillesse qui revient et cette question. Et il y a une question de jalousie aussi. On sent aussi qu'avec sa fille qui devient une jeune femme, il y a une forme de rivalité qui s'installe parce que voilà. Par exemple, Edmond Picard drague un peu ouvertement sa fille, ou Le Monnier aussi fait des allusions à la beauté de sa fille. Et donc en fait, elle a toujours été comparée et on sent qu'elle a une sorte de fierté farouche à vouloir défendre quelque chose qui semble lui échapper toute sa vie en fait. Et donc on la prend au sérieux comme écrivaine, ses livres sont lus, ils atteignent un certain succès. Sa carrière était vraiment une carrière bâtie en tant que femme de lettres en tant que telle. Comme je l'ai évoqué par rapport à son mari, à la mort de son mari, les nécrologies disent qu'il était le mari de Jeanne de Talonnais, ce qui montre que sa notoriété a éclipsé celle de son mari, qui était quand même un personnage politique important et qui a lui-même écrit beaucoup de livres. Donc ça montre à quel point, finalement, sa carrière est extrêmement florissante, essentielle, et qu'elle est au cœur même de ce qu'on appelle à ce moment-là la littérature belge, et que c'est un petit peu dommage qu'elle soit oubliée aujourd'hui. Et ces textes qu'elle écrit, parce que tu mentionnes une panoplie de textes différents finalement, tu as parlé de ces textes de jeunesse, ces textes plus occultistes, et puis ensuite même de tout plein d'articles qui seraient même plutôt à vocation scientifique aussi, sur l'archéologie, etc. Est-ce que tous ces textes, elle les signe de la même manière ? Est-ce qu'elle va signer Jeanne de Talonnais à chaque fois ? Donc il y a vraiment une continuité dans son identité littéraire ? Non, justement, et c'est ça, on va y revenir à ce qu'on avait dit plus tôt, la question du prénom était extrêmement essentielle, du prénom et du nom en fait. Parce ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, elle est retenue comme Jenny. Donc elle qui s'est battue toute sa vie pour changer son prénom, finalement on l'appelle Jenny ou même Jenny Jacques. Je n'ai jamais vu en fait, certains historiens parlent de ça, j'ai vu aucune occurrence de ça. Il y a aussi des erreurs beaucoup au niveau des dates de sa mort entre autres. Donc ça c'est intéressant aussi quand on fait une recherche littéraire et historique en fait, de pouvoir relever les occurrences qui se répètent de manuel en manuel. Et donc en fait on voit que ça a dû aussi participer assez paradoxalement, mais à son effacement aussi, parce que quand les sources sont dispersées, que les noms sont tordus, quand les dates sont pas les bonnes, en fait aussi ça dilue en fait l'information qui finalement n'arrive pas à destination en tout cas du chercheur ou de la chercheuse aujourd'hui. C'est ça qui est important aussi. Elle était très très fière de son nom de famille. Il y a une lettre que je trouve absolument géniale et en même temps très très révélatrice de son caractère bien trempé. Elle écrit donc à son fils donc Édouard, qui en fait lui aussi s'est lancé en littérature plutôt pour tout ce qui est théâtre. Et en fait il a mis en pièce de théâtre le roman de sa maman, donc Viva Perpetua. Et en fait il utilisait lui-même, ce qui prouve aussi toute l'aura de sa mère, il utilisait le nom de Édouard de Talonnais. Donc il n'a pas utilisé Van Breusel, qui était son nom de son père, il a utilisé le nom de sa mère comme nom de plume.
Et il faut savoir qu'il s'est marié avec Clémence Van Malhergem. Et en fait, ils écrivaient de concert, en fait, Édouard et sa femme. Et donc, il avait voulu publier un livre avec, justement, Édouard de Talonnay et Van Malhergem. Et en fait, dans sa lettre, elle lui dit « Tu ne peux pas associer ce nom de diplomate d'une famille très reconnue avec un nom étranger. Toute association est une négation de la personnalité. Je te l'interdis. » Ce qui est assez drôle quand on sait qu'elle s'est mariée avec un Van Brussel, parce qu'elle disait voilà, non flamand, non étranger, elle a fait pareil. Donc je trouve ça assez drôle de voir un peu l'ironie, mais en fait elle dit voilà, tu ne peux pas salir ce nom qui a été forgé par la famille diplomate de son père, mais aussi par elle en fait. Et donc comme elle continuait à utiliser son nom de plume et qu'elle continuait à publier, elle ne voulait pas que son fils puisse entacher la réputation de son nom qui était si important pour elle. Et du coup, comment est-ce qu'elle va se terminer sa vie à Jeanne de Talonnay ? Tu as mentionné qu'elle était malade, mais elle écrit toujours ? Alors, elle écrit principalement des articles, comme on l'a évoqué, sur tout ce qui est fouille à Carthage, entre autres, sur les Étrusques. Enfin, en gros, elle essaie de prouver qu'avant, le peuple romain et grec, en fait, c'est les premières civilisations, en fait. Et donc, elle écrit pas mal sur ces questions. Elle est aussi passionnée par la découverte de tout ce qui est Atlantide. Donc voilà, tout ce qui est monde disparu la passionne vraiment au plus haut point. Elle était vraiment quelqu'un de passionné, de persuadé. Donc voilà, on voit aussi qu'elle était vraiment, elle était imprégnée de toutes ces idées, que ça l'a vraiment aidée dans sa carrière, qu'elle s'intéressait à énormément de choses. C'était, comme je l'ai dit, quelqu'un de curieux qui, grâce au voyage, au fait d'avoir eu une enfance un peu particulière et en dehors des sentiers battus, finalement, des jeunes filles de l'époque, a quand même eu des ressources que je trouve extrêmement importantes dans un destin qui était un peu scellé. C'est justement Edmond Picard qui l'appelle en fait la princesse Malène, en fait, comme justement le personnage de Maeterlinck, écrasé par un mariage sans issue. Donc on sent quand même qu'elle était assez triste de sa situation, assez coincée dans quelque chose qui a été un ressort, donc une opportunité et en même temps un fardeau. Et donc moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement toute cette ambiguïté qu'on a entre une femme fière et à la fois fragile, entre finalement opportunité et contrainte. Et en fait, toute cette ambiguïté, elle a réussi à trouver une forme d'agentivité. Donc moi, j'utilise beaucoup dans ma recherche le terme d'agentivité, donc puissance d'agir dans un contexte de domination. Et pour moi, Jeanne représente à elle-même cette agentivité particulière. On pourrait dire une agentivité féerique, j'aime bien l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, Péladan avait écrit Comment on devient une fée, mettant un peu les femmes au service des mages, et je pense qu'elle a réussi à retourner cette agentivité féerique en sa faveur. Et je trouve qu'elle a réussi à devenir une fée pour elle, en fait. Et donc, effectivement, je pense que c'était une excellente diplomate, elle était très stratège, elle savait ce qu'elle faisait. Pour moi, on ne peut pas parler forcément de manipulation ou de choses comme ça, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil. Et ça montre une forme une grande intelligence, en fait, émotionnelle, intellectuelle, clairement. Et elle a réussi à aller au bout de sa croyance, de son destin, de son idée d'agir, en fait. Il y a un des personnages qu'elle cite où elle dit « Être soi, c'est agir ». Être soi, c'est agir. Et Jeanne de Talonnay, elle est restée elle-même jusqu'au bout. Les dernières années de sa vie sont marquées par divers problèmes, tant au niveau financier que de santé. Dans ses lettres qu'elle adresse à sa fille, Jeanne lui décrit la précarité dans laquelle elle vit. N'ayant pas d'endroit fixe où vivre, elle voyage entre les résidences de différents amis qui l'hébergent généreusement pour quelques nuits. Lorsque sa maladie s'aggravera, sa fille sera à son chevet pour l'accompagner dans ses derniers moments. C'est à Rome, en 1932, que s'éteindra l'écrivaine, la salonnière, la fée Jeanne de Talonnay. Alors on approche de la fin, Stéphanie, mais maintenant j'ai une autre question qui est plutôt liée au titre de ce podcast. On étudie quand même les grands petits belges. Tu nous présentes une femme qui est belge par mariage, qui a vécu à Caracas, à Tunis, à Rome. Finalement, quel est son rapport, elle, à la Belgique ? Donc effectivement, c'était assez particulier pour elle parce qu'elle était de différentes nationalités. Elle exprime vraiment cette ambiguïté qu'elle a de se sentir à la fois à la maison partout et nulle part. Et entre les origines russes, entre les origines plutôt latines de son père, françaises, le fait d'avoir vécu dans différentes contrées, de parler en plusieurs langues, on sent aussi toute la difficulté pour elle de pouvoir se positionner en tant que personne.
Effectivement, elle est belge par son mariage, mais elle a quand même fait sa carrière littéraire et on va dire de salonnière littéraire ici à Bruxelles. Et on sent que cette patrie a quand même été importante pour elle parce que même lorsqu'elle était justement à Carthage et même à Rome, elle faisait de nombreux allers-retours ici. En même temps, ses enfants étaient aussi en Belgique, ça il faut pas l'oublier. En fait, sa famille est restée en Belgique. Et donc, je crois que c'était une patrie qui était importante pour elle, ou en tout cas celle qu'il a la plus valorisée quand on réfléchit finalement. C'est vraiment à Bruxelles et en Belgique qu'elle a pu avoir une certaine forme d'aura et se déployer en tant que plaque tournante de l'occultisme, entre autres, et en tout cas en tant que femme de lettres reconnue et admirée. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'était le plus important pour elle. Eh bien, merci Stéphanie pour ce magnifique compte-rendu de la vie de Jeanne de Talonnay. C'était un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et de découvrir ta recherche passionnante sur les milieux occultes de la Belgique du 19e siècle. Et merci à vous aussi d'avoir écouté ce nouvel épisode des Grands Petits Belges. Cet épisode était donc la seconde partie de l'histoire de Jeanne de Talonnay, que ses talents d'autrice, ses expériences ésotériques et son rôle de médiatrice, tenu pourtant pendant des années et souvent occulté de l'histoire. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Grands Petits Belges. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau portrait de l'un de ces oubliés de l'histoire.